1, 2. Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce grand débat. On n'attend plus qu'Olivier Poivre d'Arvor, mais je vais commencer sans l'attendre parce que le temps va nous manquer sinon. Et puis j'ai quelques mots d'introduction à formuler, donc forcément ça lui laissera le temps d'arriver. Donc je voulais remercier les BIS, Nicolas Marc, pour avoir organisé cette table ronde, ce grand débat qui nous réunit. Et merci à tous les intervenants d'avoir accepté l'invitation de Nicolas Marc. Donc je me présente en 2 mots, Jean-Pascal Quilès, je suis musicien, alternativement avec mes fonctions de directeur adjoint de l'Observatoire des politiques culturelles qui s'affichent sur l'écran. J'ai été directeur de festival, directeur de conservatoire, directeur d'orchestre, directeur des affaires culturelles. Voilà, j'ai un peu navigué. Et aujourd'hui, à l'Observatoire, donc j'ai la charge avec Philippe Théiet du master de politique culturelle et puis de beaucoup d'autres choses. Donc j'ai pas le temps de vous parler. Vous avez un stand de l'Observatoire des politiques culturelles ici même. Donc voilà, vous pouvez vous y rendre et on vous donnera toutes les informations nécessaires sur cet organisme. Pour les aspects pratiques, on est ensemble jusqu'à 12h30 pétante. On a déjà pris un peu de retard. Et puis, les grands débats, c'est des débats qui sont sur un format plutôt télévisé et radio. Donc, on est ensemble, mais on ne pourra pas vous donner la parole. On espère qu'on va être à la hauteur, en tout cas, de vos attentes. Je vous présente nos invités. Je vais commencer par Philippe Berthelot, qui est le président de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui rassemble les musiques enregistrées, les musiques actuelles, le spectacle vivant, les arts de la rue, le cirque, le théâtre itinérant, les plasticiens. C'est très, très large. À côté de lui, Marie-Christine Blandin, qui est la présidente, sénatrice, présidente de la commission des affaires, de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, qui est ancienne présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, je crois, et qui est aussi Madame Culture d'Europe Écologie Les Verts, on peut dire que ça comme ça, bon, en tout cas vous nous le direz, auprès d'Eva Joly. Pascal Regard, que vous connaissez, le directeur général de la SACD, qui s'occupe, comme vous le savez, des droits d'auteur, fondé par Beaumarchais en 1777. C'est glorieux pour la France. Bernard Fèvre d'Arcier, vous le connaissez surtout comme directeur du Festival d'Avignon, emblématique, puisqu'il a été à ce poste pendant 15 ou 16 ans. On connaît moins l'homme qui, après HEC, après l'ENA, s'est engagé au ministère de la Culture directement. C'était du temps où on allait, après l'ENA, au ministère de la Culture, et qui a été un des acteurs très fort, un grand acteur des politiques culturelles depuis le ministère. Il a été aussi conseiller de Laurent Fabius lorsqu'il était Premier ministre. Il a été président de l'ACET, créateur de l'ACET, président de l'ACET. Et j'en oublie encore, mais ça suffit déjà. Aujourd'hui, tu es sur les Biennales de Lyon. Biennale de Lyon, président des 2 biennales. Biennale de la danse, biennale des arts visuels et plastiques. Voilà. Et sur Metz aussi, il y a quelque chose ou... Metz en scène, voilà. Merci. À côté de Bernard Fèvre-d'Arcier, Karine Gloanec-Morin, qui représente François Hollande, qui est chargée de la culture dans son équipe de campagne, avec Aurélie Filippetti. Elle est présidente de la commission culture de l'ARF. Elle était présidente de la FNCC, la Fédération nationale des collectivités, dont elle est aujourd'hui présidente d'honneur. Tu es aussi sur une région. Il y a beaucoup de choses. On y reviendra. Et puis, vice-présidente aux relations internationales. Et puis, à côté de Karine Gloanec-Morin, Jean-Michel Grémillet, qui est animateur du Front de gauche. Au moment d'en parler, peut-être, il nous expliquera un peu plus comment ça fonctionne au Front de gauche, qui agglomère en fait plusieurs forces. Et puis, je ne vous présente pas François Le Pilouer. J'ai oublié, directeur de la scène nationale de Cavaillon, parfaitement, directeur de la scène nationale de Cavaillon, et puis et aussi adhérent du Syndéac, je crois d'ailleurs, et le président du Syndéac, François Le Pilouer. Et on rappelait que le Syndéac, aujourd'hui, finalement, a élargi beaucoup son action, puisqu'il ne représente pas seulement, traditionnellement, les scènes nationales, les CDN, mais aussi la danse, et les compagnies, et les arts plastiques avec les FRAC. Hein, voilà. Donc, et puis,
bien sûr, direction du Théâtre National de Bretagne. Voilà, petit tour de table, quelques mots d'introduction, mais je trouve que l'introduction a déjà tellement été faite par Pierre-Michel Menger et puis par François Hollande. Elle a été déjà très bien faite, donc je ne vais pas m'étendre dessus. On a tous dit qu'on était dans un moment charnière, un moment difficile à l'international comme au local. On en parlait hier, des collectivités qui se sentent impuissantes politiquement, puisqu'elles n'ont plus les moyens de leur fiscalité, elles n'ont pas de levier fiscal, elles sont sous dotation, sous perfusion en quelque sorte de l'État. Et au fond, on appelle à une nouvelle décentralisation, voire peut-être plus loin, ce qui ferait peut-être un grand bien à notre pays pour relancer par les régions, par l'activité locale, sa propre activité. Alors, une nouvelle ère des politiques culturelles, sûrement. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les utopies sont derrière nous, celle de la libération, où en 1946, on écrit dans la Constitution le mot culture, celle de 1959 où on crée le ministère de la Culture, celle de 1960 même où on crée la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Ça veut dire le moment où Michel Durafour dit à l'État, vous n'êtes pas seul, il y a aussi les collectivités qui sont dans le bain, et puis ça va être une conjuguée. Et puis d'autres encore. Et puis toutes ces utopies qui vont aboutir aussi jusqu'en 81 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. En tout cas une expansion de notre domaine des politiques culturelles. Alors, nous devons sûrement tenter de trouver de nouveaux modèles. C'est pourquoi le titre de notre rencontre évoque cette question, politique culturelle, : quelle réforme, quel modèle pour demain ? On va essayer de suivre la consigne qui nous est donnée. Réforme, à mon avis, la question est moins de savoir lesquelles il faut faire que comment on les met en œuvre, parce que ça fait un bout de temps qu'en France, on tourne autour des réformes. Je citerai celle de l'intercommunalité, qui n'en finit plus, de la décentralisation, je le disais, qui n'en finit plus non plus, des intermittents, la liste est longue. À la limite, comment on engage ce changement aujourd'hui ? À mon avis, c'est la question. Les modèles, le nôtre est-il périmé ? Puisqu'il sert d'exemple beaucoup dans le monde entier. Moi, j'anime un programme qui s'appelle Courant du Monde pour le compte du ministère des Affaires étrangères. Et beaucoup de cadres de l'étranger viennent nous voir et participent à nos activités et nous apprennent énormément sur les nouveaux modèles qui sont en train de se mettre en œuvre un peu partout. Faut-il s'en inspirer ? Aller vers d'autres horizons, donc ça sera peut-être une partie de nos interrogations. En tout cas, moi, je crois beaucoup au changement par et avec la culture. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est, je crois, le moyen de créer la confiance. Et la confiance, c'est la base de tout. Des échanges, du développement humain, de la culture elle-même, bien sûr, et de l'économie. Je prendrai pour exemple la coopération décentralisée. Et après, on parlera d'ailleurs de la diplomatie culturelle. J'étais à un séminaire il n'y a pas longtemps et tous les acteurs de la coopération décentralisée me disaient, en fait, les contrats tiennent grâce à la culture. Les contrats, quand on enlève dans le contrat de coopération la culture, ça ne tient pas longtemps. Parce que la culture, c'est avant tout de la relation humaine et de la création de confiance. Et puis, pour aller chercher mes exemples, j'irai dans tous les sens, c'est aussi ce que les économistes ont appelé le tiers facteur culturel. C'est arrivé tard dans l'économie, cette question, dans les années 50. Je crois que c'est Otasik, un Tchèque, qui a d'ailleurs participé au Printemps de Prague, et qui crée... en fait, il dit que la culture, en quelque sorte, est un facteur pour créer cette société de confiance. Et Alain Perfit, un autre bord, dans ses cours au Collège de France, sur le miracle en économie, insiste sur le fait que c'est le tiers facteur culturel qui est le déclencheur du miracle pour lui. Alors le miracle, c'est le miracle américain, c'est le miracle hollandais en son temps, c'est le miracle japonais en son temps. C'est ce tiers facteur culturel qui tient la confiance et la société de confiance. Je pense que c'est peut-être une bonne réflexion qu'on va commencer à ouvrir avec Olivier Preuveau d'Arvor, que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, mais maintenant il vient de nous rejoindre. Olivier Preuveau d'Arvor, c'est l'actuel directeur de France Culture, et auparavant c'était le directeur de Culture France. Voilà, donc on a la copie inverse. On va profiter de son arrivée pour parler avec lui, d'ailleurs, de son dernier ouvrage que j'ai là. Au travers du dernier ouvrage, on ne va pas parler de l'ouvrage en direct, Culture, état d'urgence, il est paru, parce que moi j'ai un exemplaire presse. Il vient de sortir, oui. Il vient de sortir, voilà. Et puis,
on va attaquer un peu par la fin, j'allais dire, mais François Hollande a terminé aussi un peu là-dessus, par le deuxième ministère de la Culture, puisque la France a deux ministères de la Culture, le ministère des Affaires intérieures et le ministère des Affaires extérieures, en quelque sorte. Donc ce MC2, avec l'évolution de l'Institut français, etc., l'évolution de la diplomatie culturelle, dont on sait qu'elle est un peu mal en point, et puis peut-être revenir sur la question de France 24 et RFI, RFI qu'on dit cannibalisé par France 24, et enfin la langue française. Et aujourd'hui 220 millions de locuteurs dans le monde, 700 millions demain, donc des perspectives optimistes un peu pour commencer. Olivier. D'abord bonjour, c'est pas évident de succéder à un homme politique et à une parole forte comme celle qui, je crois, nous a été donnée. Et en même temps, François Hollande a conclu son intervention, c'est rare, merci à lui, sur un sujet qui souvent paraît anodin et qui l'est pas, qui est en effet la question des échanges culturels. Il y a beaucoup de questions dans vos questions et je vais essayer d'être court pour permettre à tout le monde d'intervenir. C'est vrai que aujourd'hui, on sait très bien, on est à Nantes, on a parlé de la France auparavant, mais on est aussi dans un système très vaste qui s'appelle le monde, où les échanges sont généralisés et ils sont indispensables. Ils le sont indispensables pour les professions que nous sommes, que nous représentons, pour les artistes, pour les créateurs, la circulation. Donc, parler d'un modèle culturel, d'une politique culturelle sans, et c'est le problème depuis très longtemps, qui s'est évidemment beaucoup renforcé dans son aspect problématique, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir d'un côté un ministère de la Culture et de l'autre un ministère des Affaires étrangères qui ont deux politiques séparées. Et je ne prendrai qu'un exemple, moi, qui m'a désolé, c'est au moment de la réforme, Xème réforme, parce qu'il y en a à peu près tous les ans, de la diplomatie culturelle, quand l'Institut français, qui était créé, donc, l'a été sous la seule égide du Quai d'Orsay. Et le ministère de la Culture, très étonnamment, récemment, il y a à peine un an, a refusé de s'intéresser à la tutelle de cet organisme, et donc aussi d'y contribuer financièrement, de participer à cet échange, à ce projet. C'est assez grave, parce que c'était une vieille affaire, ce partage entre la rue de Valois et le Quai d'Orsay sur l'idée d'accompagner à la fois les artistes, mais aussi surtout de mettre en place et de soutenir un réseau d'instituts, de centres culturels, d'alliances françaises, de services culturels, de lycées français à l'étranger. Voilà, alors maintenant c'est l'affaire du Quai d'Orsay. Moi je suis diplomate, mais je trouve dommage qu'on place tout sous l'orbite diplomatique, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait dans les pays avec lesquels c'est un peu compliqué, et justement il faut être présent dans les dictatures sous couvert de tout traiter sous la diplomatie. On ne travaille pas avec les artistes, avec les milieux culturels. Donc voilà un exemple, en tout cas, d'un dysfonctionnement manifeste qui fait que notre politique, elle est particulée. Elle est particulée parce qu'il y a d'abord, François Hollande a rappelé un beau mot, c'est le service public de la culture. Il y a donc des moyens publics qui sont en déclin, mais plus que significatif. D'une certaine manière, la rue de Valois a mieux protégé ses crédits que ne l'a fait le Quai d'Orsay. 50% de perte des crédits en 5 ans. C'est pas négligeable, 50%. Vous imaginez, rapporté à des budgets culturels. Donc ici, en France, il y a une création, il y a des propositions, une offre culturelle, et il y a un effet d'entonnoir évident qui fait qu'à l'étranger, il est très difficile de soutenir et d'accompagner nos artistes. Mais il n'y a pas que ça. En effet, il y a l'action publique, il y a aussi les échanges. Beaucoup d'échanges culturels se font sans l'intervention publique. Les collectivités jouent un rôle tout à fait central dans ce domaine, et ça a été rappelé en effet pour le cas de certaines compagnies qui tournent à l'étranger, parce qu'il y a des volontés politiques locales fortes. Et puis il y a tout simplement la volonté de ceux qui veulent nous accueillir. Et ceux-là, ils le font si les moyens leur sont permis. C'est de plus en plus difficile en Europe, car quand on parle de la baisse des budgets culturels en Europe, évidemment c'est très ennuyeux pour ceux qui sont dans ces pays-là, mais c'est aussi ennuyeux pour nos artistes qui auront beaucoup plus de mal à circuler. Donc là, il y a un vrai souci. Et enfin, il y a un autre sujet qui a été évoqué, je crois, fortement auparavant, qui est la question de la circulation à travers d'autres circuits
Et c'est le monde du net, c'est le monde numérique. Mais beaucoup de choses circulent aujourd'hui. Donc la question de la propriété intellectuelle est évidemment une question tout à fait centrale et doit faire partie de sur ça. la question. Voilà. Alors sur la langue, quelques exemples. C'est absurde de vouloir empêcher nos pauvres étudiants étrangers qui ont passé 4 ans ici ou 5 ans ici d'avoir un petit métier. C'est totalement absurde. Juste un chiffre. Tous ces étudiants qui sont venus apprendre le français, aujourd'hui constituent un petit bataillon qui s'appelle la francophonie. La francophonie, c'est, je crois que je le rappelle, j'essaie d'insister là-dessus dans ce petit livre. La francophonie, c'est aujourd'hui 200 millions de personnes. Il y a 100 millions de personnes qui sont au nord, c'est-à-dire la France, la Belgique, la Suisse, le Québec. Puis il y a 100 millions de personnes qui sont au sud, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb. Et les démographes et l'Organisation internationale de la francophonie disent que dans 30 ans, il y en aura 600 millions. 100 millions au nord, toujours, France, Belgique, Suisse, Canada, et puis 500 millions au sud. C'est dire l'importance de nos coopérations nord-sud, et c'est dire l'importance, en effet, de ces pays dont on permet de moins en moins aux ressortissants de venir travailler, étudier, et aux artistes aussi également. Voilà, ça c'est la langue française, c'est pas un sujet ringard, loin de là. Ça l'est devenu parce que c'est probablement pas porté politiquement depuis fort longtemps. Et un dernier mot sur la fusion, la voix de la France à l'étranger, c'est aussi RFI pour beaucoup. La voix de la France, oui. Un petit peu. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est ce qu'on dit. La voix de son maître. Écoutez, je crois que ce sont des sujets complexes. À bien des égards, les politiques culturelles aujourd'hui ont été le fait d'empilement, d'un effet millefeuille sans vraie réforme. Donc c'est important pour nous d'avoir en effet la possibilité de dialoguer dans le monde avec des images. La BBC a inventé ce modèle de service public qui s'appelle la BBC World Service. Donc à un moment donné, le président précédent, Jacques Chirac, a pensé que c'était important d'avoir France 24. Mais il y avait RFI avant. Et puis il y a eu TV5 aussi, puis il y a Arte. Donc est-ce qu'on peut avoir cet empilement de cette logique audiovisuelle? Donc c'est vrai qu'une réforme s'impose. Il peut y avoir d'autres pistes. Il n'est pas forcément totalement absurde d'imaginer que RFI pourrait se trouver bien au sein de Radio France. Bon, je travaille à Radio France, que la radio soit avec la radio, puis que la télévision soit avec la télévision, France 24 soit avec éventuellement France Télévisions. En tout cas, il y a manifestement un problème de méthode et c'est dommage. Bon, on va pas pouvoir débattre là-dessus, mais je remercie d'avoir en tout cas ouvert la question. Marie-Christine Blandin, je me tourne vers vous, parce qu'on va maintenant regarder un autre aspect de la question, en revenant sur le territoire, sur notre hexagone, avec le rôle du Sénat déjà, qu'on connaît peu finalement. Enfin, nous on le connaît parce qu'on a, enfin nous, je veux dire ceux qui sont là, et peut-être il y a un rôle de la Commission des affaires culturelles. Je parle de ça parce que il y a eu des sortants marquants comme Jacques Ralite, Yvan Renard, qui étaient deux ministrables à l'époque, qui n'ont pas fini par être, mais qui étaient là et qui travaillaient. Donc elle s'est renouvelée. Le Sénat, comme on le sait, sur des différentes raisons, est à gauche aujourd'hui. Et vous avez formulé des vœux justement pour vous rapprocher de la FNCC, je crois. Voilà. Donc on va ouvrir la question du Sénat et aussi l'articulation avec les collectivités, si vous voulez bien. Alors, d'abord, vu du Sénat, vu de la présidence de cette commission, qui s'appelait Commission des affaires culturelles et qui est centrée quand même là-dessus, nous sommes en train d'essayer de fermer les portes par rapport à tous les lobbies qui rentrent par-dessous, par-dessus, par les fenêtres, par le téléphone, par les mails, par les SMS. Nous sommes accablés par les industries culturelles et faire vivre dans cette commission l'intérêt général est un sport quotidien. Voilà. Ça, c'est pour des éléments de contexte. Et le Sénat se veut effectivement la chambre très proche des collectivités. Donc nous essayons de travailler avec les associations des collectivités dans leurs problèmes quotidiens, toujours pour défendre l'intérêt général. Et tout à l'heure, je prendrai un exemple par rapport aux directives européennes. Les constats, c'est que nous héritons aujourd'hui de rapports, de lois, de textes qui viennent de la majorité encore en place au plus haut sommet de l'État et que nous devons rendre des avis avec une nouvelle majorité.
Donc, par exemple, sur l'Institut français, sur son contrat d'objectifs et de moyens, ça a été avis défavorable, d'autant plus qu'il y avait une petite phrase qui disait « Appliquer aux ressources humaines de l'Institut français les mêmes règles que ce que l'on fait en France dans les services publics ». Ça s'appelle la RGPP, donc il y a déjà pas assez de monde, ça nous semblait malvenu. Le gouvernement s'occupe très sérieusement de la culture et c'est normal, c'est un secteur qui lui plaît puisqu'il est en croissance, puisque le PIB a pris plus 68% en 10 ans, puisqu'il y a plus d'1 demi-million d'emplois. Mais il s'en occupe à sa façon, si bien qu'en Europe, on a le plus fort taux d'investissement PIB pour la culture, mais on n'est que 20e au niveau des emplois. Donc ça, c'est très caractéristique. En France, la part des techniciens l'emporte sur la part des artistes. La RGPP au ministère, dans la DRAC, et maintenant chez les opérateurs, réduit vraiment les ressources humaines. On a un démantèlement en agence, et sur les agences, il n'y a pas de contrôle parlementaire sérieux. Les intérêts des majors l'emportent sur les auteurs. Et quand on veut actualiser nos valeurs par rapport aux nouvelles technologies, tout ce qu'on trouve à faire, c'est des textes soit inopérants, soit répressifs. Enfin, les collectivités qui ont pris une place considérable dans le soutien à la création, à la diffusion, aux échanges, y compris internationaux, on leur a coupé l'oxygène et l'autonomie financière. Donc tout ce vocabulaire-là, c'est pas le mien, et c'est pour vous dire qu'une page est tournée au Sénat. Nous, on pense qu'une politique culturelle, c'est pas définir l'art, c'est pas définir la culture acceptable, c'est permettre l'existence d'outils pour que la société garantisse de la création, de la diffusion, de l'émancipation. C'est que les artistes soient visibles dans l'espace public pour qu'on ait, par le sens qu'ils donnent à réfléchir, des citoyens plus solidaires, plus tolérants, plus autonomes. Mais pour ça, les écologistes, et c'est ce que j'essaie de faire passer dans ma commission, et avec la nouvelle majorité, je n'ai aucun problème à le faire passer, on a vraiment besoin d'une volonté politique affirmée. Et mon voisin et moi, ayant été retenus prisonniers dans les coulisses, nous n'avons pas pu écouter ce qui a été dit, et j'espère pouvoir vous faire confiance pour l'avenir. Nous voulons défendre l'intérêt général. Malheureusement, il n'y a pas de manif d'usagers des gens privés de culture. Les gens, ils réclament de l'emploi, les gens, ils réclament un logement, mais ils ne descendent pas dans la rue pour réclamer plus de culture. Donc ça commence aujourd'hui et on commencera par la nécessité absolue de l'éducation artistique avec une approche sensible, avec une approche rencontre des acteurs et des artistes, et donc la prise en compte dans leur rémunération de ce travail. Je ne veux pas vous interrompre, mais on va revenir sur ces questions de démocratisation, de démocratie, vous voulez juste intérêt général. Voilà. C'était pour qu'on parle plutôt de l'articulation État-collectivité. Alors, juste un mot sur un détail de l'articulation avec les collectivités. Je viens de nommer quelqu'un, non pas pour la décentralisation, mais pour quelque chose de beaucoup plus urgent, traiter le paquet Almunia, pour que dans l'avenir, les collectivités puissent continuer à donner des subventions aux actions culturelles et aux structures sans être obligées, comme leurs hauts cadres leur disent, pour soi-disant protéger les élus, de faire des appels d'offres, ce qui est incompatible avec la diversité culturelle. Merci. Karine Gloanec-Morin, je me tourne vers vous, toujours sur la question de l'articulation État-collectivité, et puis aussi parce que vous avez été, je le rappelais, présidente de la FNCC, et aujourd'hui sur des fonctions qui sont aussi en articulation sur cette question. Oui, bonjour à tous, et c'est vrai, un grand merci aux organisateurs de BIS d'avoir organisé cette table ronde autour d'une question fondamentale qui appelle bien évidemment pour tous une réflexion extrêmement profonde que nous menons, je crois, les uns et les autres depuis longtemps. C'est que les politiques culturelles sont dans un moment où elles doivent, c'est vrai, mettre en œuvre les réformes auxquelles elles pensent depuis très longtemps.
En ma qualité, c'est vrai, d'ex-présidente de la FNCC, je salue bien sûr le travail qui est effectué avec le Sénat depuis longtemps, mais qui, sous l'égide de Marie-Christine Blandin, c'est vrai, prend tout d'un coup une autre dimension. Bien sûr, les collectivités territoriales, elles ont leur place à trouver dans la politique culturelle qu'on peut imaginer à l'avenir. Elles ont une place à prendre parce que depuis maintenant, on va dire 50 ans, peut-être 30 ans vraiment, mais 50 ans, elles se sont organisées, renforcées, elles ont acquis une expertise, elles se sont dotées de services, de services, d'expertise. Elles ont formé leurs élus. Il y a encore beaucoup à faire, mais elles forment leurs élus. Et elles peuvent aujourd'hui être en vrai dialogue avec l'État. Et je crois que cette reconnaissance qu'elles ont acquise auprès de l'État, ça a été un long combat. Elles sont aussi en train de l'acquérir, je l'espère, je le souhaite, devant un public de professionnels. Aussi, elles doivent l'acquérir devant aussi auprès des professionnels, parce qu'il faut qu'elles trouvent leur place et un vrai dialogue. Et dans les grandes réformes de la politique culturelle à venir, bien sûr, il y a le dialogue équitable entre l'État et les collectivités territoriales. On démarre bien sûr avec les parlementaires, avec le Sénat, mais il faut aussi qu'avec les nouvelles instances qui vont être mises en place, je le souhaite, après une alternance, il faut qu'elles aient véritablement leur place. Alors, il faut bien sûr aussi sortir de l'hypocrisie que nous vivons actuellement, c'est-à-dire que le ministère de la Culture actuel, et on l'a entendu encore hier, fait l'éloge du travail des collectivités territoriales et en même temps leur coupe les vivres. Donc l'inquiétude de Marie-Christine Blandin est bien sûr partagée. On ne peut pas à la fois dire « Oh, combien les collectivités territoriales se sont engagées » et elles l'ont fait, c'est vrai, c'est une réalité, avec bien sûr, Emmanuel Constant le rappelait hier en intervenant, encore des difficultés de clientélisme. Il faut aussi encore travailler pour que leur place se trouve avec toute l'exigence que nous demandons tous. Mais ce double langage du ministère de la Culture est insupportable, est devenu insupportable. On ne peut pas à la fois faire l'éloge du travail qui est fait par les collectivités et en même temps leur couper les vivres. Aussi, dans les politiques culturelles à venir, il faut à la fois, bien sûr, continuer, mais je crois que François Hollande s'est exprimé sur cette question, donner, surtout en période de crise, toujours la possibilité aux artistes de s'exprimer, aux artistes d'être en contact avec la population pour que le monde soit regardé non pas seulement par le prisme économique, mais aussi par le prisme humain. Et donc, cette place-là, oui, il faut qu'elle soit renforcée. Je crois que c'est une des grandes réformes que nous devons, à laquelle nous devons nous atteler. Merci. J'ai oublié de vous dire